La campagne électorale bat son plein ici en Israël et nous allons faire connaissance au cours des prochaines semaines des candidats francophones qui sont sur les différentes listes électorales. Et ce matin, c'est avec Yael Ifrar que nous avons rendez-vous. Bonjour Yael, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour Olivier, et merci à vous de m'avoir invité. Alors, faire connaissance, un grand mot, parce qu'on vous connaît déjà, Yael Ifra, on Oui. vous a déjà reçu ici sur Studio Kalita pour différents sujets, mais là, c'est en tant que candidate du parti Kulanu que nous vous interrogeons, puisque vous êtes la numéro 11 sur ce parti. Alors, on va faire connaissance... La numéro 13, pardon. Un numéro 13, d'accord. La numéro 13, la numéro 13 sur le parti, donc on va faire connaissance avec Kulanu. On va parler beaucoup de ce parti. On va voir aussi qu'est-ce que ce parti prévoit de faire pour la Aliyah francophone. Mais avant de rentrer dans le sujet, Yael, pourquoi avoir voulu rentrer en politique ? Écoutez Olivier, j'ai toujours été passionnée par la politique, y compris quand j'étais en France, mais essentiellement quand je suis arrivée en Israël, une Ola Hadasha toute nouvelle, puisque je suis arrivée il y a à peine 3 ans. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ma nouvelle maison, ma nouvelle société, et je crois que tous les Olim de France apportent avec eux une vision du monde, une construction sociale, des idées sur comment on devrait vivre. Et au début, j'étais dans une espèce de sentiment de révolte permanente de tout ce que je trouvais qui ne marchait pas et de toutes les choses qui étaient si différentes. Et puis petit à petit, avec le temps, d'abord ma vision s'est rééquilibrée. J'ai compris qu'Israël, c'est pas l'opposé de la France, mais c'est une société différente simplement. Et surtout, je me suis dit que si on voulait changer les choses, eh ben il fallait s'engager. Et c'est comme ça que je suis arrivée d'abord comme assistante parlementaire à la Knesset auprès de Eli Elalouf, qui est également bien connu chez Kalita, et puis que j'ai pu apporter de mon côté mes problématiques de femme, de mère, de Ola Hadasha, et essayer de comprendre comment nous, on pourrait contribuer. Alors, vous faites partie du parti donc Kulanu, dirigé par Moshe Kahlon, avec Eli Elalouf, qui était aussi, il faut le signaler, le président de la commission des affaires sociales de la Knesset. Donc, vous avez eu cette première connaissance des couloirs de la Knesset. Est-ce que le parti, qu'est-ce que le parti comment le parti Kulanu peut séduire le public francophone ? Est-ce que vous pensez qu'il a des choses qu'il peut apporter au public francophone ? Oh là là, énormément. D'ailleurs, moi, c'est aussi, même si je suis arrivée avec Eli un petit peu par hasard, c'est un parti avec lequel j'ai trouvé beaucoup de raisons de m'identifier. Écoutez, Kulanu, c'est simple, c'est le seul parti social et sioniste et souverain de la Knesset. C'est un parti qui met en avant l'amélioration de la société, la réduction des inégalités, l'aide aux parties les plus faibles de notre société, aux gens qui ont besoin qu'on les aide à sortir de la pauvreté, à sortir de situations défavorisées. Je crois que tout Français qui se respecte est quand même relativement sensible à toutes ces aides sociales. On vient, et on a beaucoup de chance, d'un État-providence très généreux, la France, pour qui l'égalité figure au fronton de toutes les mairies, et c'est le mot d'ordre de la société. Et donc je crois qu'ici on ne peut que être sensible à un parti qui cherche à réduire les inégalités sociales qui, comme on le sait, sont quand même assez abyssales. Alors justement, ces inégalités sociales, ça a été le cheval de bataille de Moshe Kahlon lors des dernières élections. Il a été donc élu sur cette thématique, et il a demandé, et d'ailleurs il avait demandé même avant, donc dans sa campagne, le portefeuille de ministre des Finances, et c'est ce qu'il a obtenu. Donc ça a été le ministre des Finances de ces 4 dernières années. Je voudrais qu'on voit ensemble un peu le bilan de Moshe Kahlon, parce que c'est vrai qu'il est venu avec beaucoup de promesses, mais lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, on voit que la vie est toujours très chère en Israël, le prix des logements est toujours très élevé, même s'il y a eu une certaine baisse. C'est très difficile d'acheter une voiture en Israël, il y a encore beaucoup de monopoles. Pourquoi Moshe Kahlon, d'après vous, va réussir là où il a échoué pendant 4 ans ? Alors d'abord, je qualifierais pas du tout ce que Moshe Kahlon a fait pendant les 4 dernières années d'échec. Simplement, on ne peut pas d'un coup de baguette magique transformer la réalité sociale d'un pays en 4 ans. Ça me semble quand même un petit peu illusoire.
Je pense que effectivement, il y a en Israël des problèmes qui sont des problèmes structurels, comme vous l'avez fait remarquer, Olivier. En particulier, le problème des monopoles. Enfin, on parle beaucoup de monopoles, mais en fait, en Israël, ce ne sont pas des monopoles. C'est un système de duopole. Il y a assez peu de monopoles finalement, à part en gros Hevrat HaChashmal, la société d'électricité. C'est plutôt un système de sociétés qui se sont partagées le marché à deux, avec des ententes sur les prix. Même des familles souvent. Des familles, exactement, des familles qui ont construit le pays, qui ont, lors des grandes vagues de privatisation qui ont eu lieu dans les années 70, 80, acheté à très bas prix des sociétés nationales, les ont transformées en sociétés privées et, on peut le dire, se sont engraissées sur le dos de la population israélienne. Et donc, ce problème de duopole, c'est un problème majeur. Et pour le casser, il faut effectivement ajouter de la concurrence. Donc ça, c'est un problème mais énorme en Israël. Il n'y a pas assez de concurrence. D'ailleurs, quand on est français et qu'on arrive en Israël, au supermarché, on a quand même une petite impression, ça s'améliore sans cesse, une petite impression d'Union soviétique, avec des rayons entiers où il y a le même produit qui est décliné à l'infini. Donc je pense qu'il faut effectivement faire rentrer de la concurrence. C'est ce qu'on a essayé de faire, et en particulier le ministre de l'économie, qui est également de Koulanou, Eli Cohen, et qui s'est battu sans relâche pendant 4 ans contre toutes les autorités douanières, les autorités qui mettent en place des standards qui vous empêchent de faire rentrer librement des produits en Israël en créant artificiellement des normes, alors que les normes européennes ou les normes américaines, tout le monde le sait, suffisent largement. On a par exemple l'exemple que donc moi je donne toujours. Vous savez que chez Ikea, par exemple en Israël, vous avez que 2 ou 3 modèles de lits pour enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a en Israël ce qu'on appelle le Reshut HaEtkenim, qui est l'autorité qui fixe les standards industriels pour tous les produits qui rentrent en Israël, et ils ont trouvé un moyen de rendre caduc, de rendre impossible à l'entrée au pays tous les autres modèles de lits pour enfants. Donc quand vous allez chez Ikea, vous dites oh là là, il n'y a pas de choix, c'est quoi alors ça ? Pourquoi c'est si difficile de casser ce genre de directives, ces monopoles on a l'impression que même après 4 ans supplémentaires, si Moshe Kahlon est encore ministre des Finances, on ne sait pas s'il il va vraiment réussir. C'est un processus de très long terme. Je pense que tout ce qui est effectivement, en gros, c'est l'État Mapaï, c'est toutes les structures de l'État de type socialiste qui ont été extrêmement fortes, avec des gens très syndiqués, des gens qui ont des positions de pouvoir qui sont difficiles à mettre à bas. Ça, c'est le problème qui se réglera, selon moi, selon le plus long terme. Mais moi, je voudrais quand même parler des autres accomplissements de Moshe Kahlon. Il faut quand même pas non plus passer à côté du fait que d'abord le salaire minimum a augmenté de 1000 shekels, que le congé maternité, par exemple, a été rallongé, qu'on a augmenté les indemnités du bitoire Léomi pour de nombreuses catégories de la population. Je vous parle pas des 4 milliards qui ont déjà été versés aux personnes en situation de handicap, de l'augmentation énorme de l'aide aux personnes âgées en situation de dépendance, donc ce qu'on appelle la réformata sioud, avec des heures d'aide et des heures de soins qui ont été ajoutées énormément. Et puis évidemment le programme Mechir Lamishtaken. Alors le problème du logement, ça c'est le problème du logement, voilà, qui reste quand même le problème numéro 1, surtout pour les jeunes couples. Très difficile d'acquérir un bien en Israël, et donc il y a une réforme qui a commencé à être mise en place par Moshe Kahlon. Vous voulez nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Alors, Moshe Kahlon, le logement, c'est quelque chose qui était pour lui la chose la plus importante, et c'est là-dessus qu'il s'était beaucoup engagé. En fait, en Israël, il faut quand même garder la tête froide. On ne peut pas juste parler des prix du logement comme ça. Israël, c'est un pays où il y a encore 15 ans ou 20 ans, il y avait 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a 9. Le pays s'est pas agrandi. Il y a une pression énorme sur le logement. Les familles ont beaucoup d'enfants. C'est le taux de natalité le plus élevé de tout le monde développé. Donc il faut comprendre ce que ça veut dire dans un pays où la densité de population est une des plus élevées du monde. Ça veut dire que oui, on construit, mais on construit pas toujours assez vite. Il y a un problème de spéculation en Israël sur le prix des terrains, puisque vous savez que c'est pas du tout comme dans les autres pays. Les terrains appartiennent à l'État. Et l'État, avant que Kahlon arrive et ne fasse sa réforme, avait tendance à spéculer sur le prix des terrains pour effectivement les vendre le plus cher possible aux Kablanim, faire rentrer le plus d'argent possible dans les caisses de l'État, et évidemment ça se retrouvait sur le prix des logements construits. Donc ce qu'a fait Moshe Kahlon, la première chose, c'est de reprendre le contrôle de l'autorité qui gère les terrains de l'État, de la mettre sous la férule du ministère du Logement et d'arrêter la spéculation. Cela étant fait, il a ensuite lancé un très vaste programme de construction qui s'appelle donc Mechir Lamishtaken, avec un système de loterie qui est destiné effectivement aux jeunes couples et à d'autres populations, où on s'inscrit et on gagne un logement. Si on gagne ce logement, qui n'est donc pas encore construit au moment où on le gagne, on aura une réduction qui peut aller de 200 à 600 000 shekels sur le prix qu'on aurait payé sur le marché. Donc il faut comprendre qu'il y a 60 000 logements qui ont été mis en construction. Il y a déjà 3 000 jeunes couples qui ont reçu les logements, parce que le temps de lancer les loteries, le temps qu'on gagne et le temps qu'on construise, et il y a encore 53 000 logements qui vont être mis sur le marché.
Donc c'est un début. Voilà. C'est un début. Oui, c'est un début. Et puis je tiens à dire que tout le monde veut annuler ce programme, qui est le seul programme qui donne une lueur d'espoir à des jeunes couples d'acheter pour un prix qui est à peu près raisonnable. Alors, on va quand même parler, parce que vous êtes francophone et vous êtes représentante francophone de Kulanou, vous êtes en 13e place sur cette liste. Est-ce qu'il y a un programme, est-ce qu'il existe un programme pour l'Alia de France au sein de Kulanou? Alors, on a un programme qui est, une fois de plus, un programme réaliste. Toute la plateforme de Kulanou est une plateforme qui a été comptée, financée. On ne promet pas à tort et à travers toutes sortes de choses dans des ministères qu'on n'aura pas. Je rappelle que le Misrad Aliyah Ve'Klita est un ministère qui est tenu par les Russes depuis 20 ans. Donc, c'est pas demain la veille qu'un Français l'aura. Donc, c'est pas la peine de promettre des choses qui n'auront pas lieu. Ce qu'il faut, c'est agir par les ministères sur lesquels on a des gens qui ont de l'influence. Il faut reconnaître que Naftali Bennett a fait un travail remarquable, que c'est quelqu'un qui a vraiment à cœur la Aliyah de France, qui comprend cette population, et que le programme qu'il a fait juste avant les élections est un programme qui est donc, voilà, avec Kalita, bien entendu, à travers les Matnas. Je vous rappelle que c'est un programme du Misrad Achinour. Pourquoi? Parce que Naftali Bennett était donc Sarah Achinour. On ne peut pas s'engager sur autre chose que ça. Kulanou avait le ministère du Logement. Donc nous, on a rentré sur notre plateforme, et moi j'ai demandé qu'on étende le programme Mechir la Mishtaken à certaines familles de Olim français pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de ce programme et pas seulement les jeunes couples. On a aussi travaillé longuement avec le docteur Yehuda Maimeran, qui est donc l'ancien directeur de la chaîne d'écoles de l'Alliance israélite universelle, KIAR, sur la mise en place dans les écoles d'un système de référents qui vont suivre les familles dès leur arrivée en Israël et sur tout leur parcours, sur tout le parcours scolaire de leurs enfants, afin de leur expliquer et de les accompagner. Ça, ce sont des engagements que Kulanou prend en tout cas et qui feront partie des accords de coalition. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura les négociations, ça va faire partie donc de ces fameux accords de coalition? Absolument. C'est des partis qui figurent sur la plateforme, c'est des programmes qui figurent sur la plateforme du parti et qui en feront partie. On a également prévu d'augmenter la collaboration avec les organismes comme Kalita qui font un travail remarquable sur le terrain. Alors, dernière question, et c'est concernant l'actualité, puisqu'on a presque terminé cette interview, Yael, c'est les informations qu'on a donc entendues jeudi concernant les soupçons de corruption, de fraude et d'abus de confiance contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Kulanou n'a pas de problème de s'asseoir dans un gouvernement avec un Premier ministre qui est soupçonné de corruption? Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de mise en examen, comme vous le savez, Olivier, parce qu'on l'a expliqué plusieurs fois, le système n'est pas le même. On a un système de pré-acte d'accusation qui a été établi par le Yoetz Hamishpati Mandelblit et qui sera mise à l'épreuve de ce que le Premier ministre Netanyahou pourra apporter comme preuve contre. Pour l'instant, tant que les auditions de Netanyahou n'ont pas eu lieu, la présomption d'innocence s'applique comme à tous les citoyens d'Israël. Et pour l'instant, nous n'excluons aucune possibilité, ni celle-là, ni celle d'aller de l'autre côté. Je veux juste dire. C'est-à-dire qu'aller de l'autre côté, c'est de s'asseoir aussi dans un gouvernement dirigé par Gantz Lapid. Tout gouvernement sioniste et national n'est pas exclu comme option pour Kulanou. Je vais ajouter une dernière chose. Ouais. Dans le papier de Mandelblit, il y avait quelque chose qui était assez affligeant. Je ne sais pas si vous l'avez vu hier, dans l'interview de Rina Matzliar qui a eu lieu Motzei Shabbat de Moshe Kahlon. On a appris qu'entre Bibi Netanyahou et Alovitch, quand ils parlaient entre eux de Moshe Kahlon, ils l'appelaient l'arabe. C'est quand même voilà, c'est quelque chose qu'on a trouvé remarquable, vraiment affligeant. Moshe Kahlon est comme nous, un enfant de Olim Hadashim de Tripoli, donc de Libye, qui est très fier de ses racines, qui est un séfarade, exactement comme nous. Et on a trouvé, nous, au parti, particulièrement choquant, et moi, en tant que Ola Hadasha d'origine marocaine, particulièrement choquant de voir que les élites du pouvoir s'adressent de cette façon-là, encore aujourd'hui, en 2019, à des gens qui sont un exemple de réussite. Très bien, Yael. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne chance pour cette campagne électorale. Je rappelle que vous êtes numéro 13 sur la liste du parti Kulanou, dirigé par Moshe Kahlon, et que vous êtes la représentante francophone au sein de ce parti. Merci beaucoup. À très bientôt, Olivier. Yael. Bonne journée. Bonne journée, bientôt. Voilà, 8h28 sur Studio Kalita. Dans quelques minutes, ça sera l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens.